Nous allons étudier un passage du tout début du Père Goriot, le roman de Balzac. Dans le Père Goriot, Balzac raconte l'histoire d'un vieux père qui sacrifie tout à ses filles au point de mourir seul dans la misère. Au début du roman, on nous présente la pension Vauquer, c'est là que vit le Père Goriot avec d'autres pensionnaires. La pension Vauquer est décrite de manière à nous faire comprendre la pauvreté de conditions des personnages qui vivent là. Les romans de Balzac s'inscrivent dans un projet plus large qui s'appelle la comédie humaine. Cette grande fresque sociale a pour ambition de montrer la société de l'époque dans tous ses aspects. Dans sa préface à la comédie humaine, Balzac parle même de concurrencer l'état civil. Ainsi, il faut comprendre que les descriptions chez Balzac ont une dimension encyclopédique, elles ne sont pas gratuites. En ce début de roman, la description de la pension Vauquer donne déjà des informations sur l'histoire qui va suivre. L'incipit a une valeur programmatique, c'est-à-dire que le début du roman donne des indices sur ce qui va suivre. Ma problématique. Comment cette description de la pension Vauquer nous fait entrer de plein pied dans cet univers complet où se déroule l'histoire du Père Goriot? Voici le plan. D'abord, nous avons une description réaliste qui représente une pension pauvre avec de nombreux détails concrets. Ensuite, cette description révèle la volonté de l'auteur de recréer un univers complet, encyclopédique. Enfin, cette description est déjà narrative, elle comporte des anecdotes, elle est vivante et en mouvement. Je vous propose de lire le texte avec moi. Cette première pièce exhale une odeur sans nom dans la langue et qu'il faudrait appeler l'odeur de pension. Elle sent le renfermé, le moisi, le rance, elle donne froid, elle est humidonnée, elle pénètre les vêtements, elle a le goût d'une salle où l'on a dîné, elle pue le service, l'office, l'hospice. Peut-être pourrait-elle se décrire si l'on inventait un procédé pour évaluer les quantités élémentaires et nauséabondes qui jettent les atmosphères catharales et sui generis de chaque pensionnaire, jeune ou vieux. Eh bien, malgré ces plates horreurs, si vous le compariez à la salle à manger qui lui est contiguë, vous trouveriez ce salon élégant et parfumé comme doit l'être un boudoir. Cette salle, entièrement boisée, fut jadis peinte en une couleur indistincte aujourd'hui, qui forme un fond sur lequel la crasse a imprimé ses couches de manière à y dessiner des figures bizarres. Elle est plaquée de buffets gluants sur lesquels sont des carafes échancrées, ternies, des ronds de moirés métalliques, des piles d'assiettes en porcelaine épaisse à bord bleu, fabriquées à Tournai. Dans un angle est placée une boîte à cases numérotée qui sert à garder les serviettes ou tachées ou vineuses de chaque pensionnaire. Il s'y rencontre de ces meubles indestructibles, proscrits partout, mais placés là comme le sont les débris de la civilisation aux incurables. Vous y verriez un baromètre à capucin qui sort quand il pleut, des gravures exécrables qui ôtent l'appétit, toutes encadrées en bois verni à filets dorés, un cartel en écaille incrusté de cuivre, un poêle vert, des quinquets d'argan où la poussière se combine avec l'huile, une longue table couverte en toile cirée assez grasse pour qu'un facétieux externe y écrive son nom en se servant de son doigt comme de style, des chaises estropiées, de petits paillassons piteux en sparterie qui se déroulent toujours sans se perdre jamais, puis des chaufferettes misérables à trous cassés, à charnières défaites, dont le bois se carbonise. Pour expliquer combien ce mobilier est vieux, crevassé, pourri, tremblant, rongé, manchot, borgne, invalide, expirant, il faudrait en faire une description qui retarderait trop l'intérêt de cette histoire et que les gens pressés ne pardonneraient pas. Donc tout d'abord en première partie, nous allons voir qu'il s'agit d'une description réaliste. Dans une première sous-partie, nous voyons que nous sommes dans une société pauvre. De nombreux indices nous indiquent les difficultés financières des pensionnaires de la pension Vauquer. Le mobilier a une place importante dans cette description. Nous avons les buffets, ensuite la boîte à cases des pensionnaires, la longue table et les chaises. Et bien sûr, ces meubles indestructibles et proscrits partout. Ces deux adjectifs utilisés ensemble ont beaucoup de sens. Le mot proscrit est assez drôle. Personne ne veut avoir de tels meubles, au point que c'est presque une interdiction. Mais comme ils sont indestructibles, il faut bien que quelqu'un les récupère. On comprend que les Vauquer gardent tout ce qui peut servir, même si cela n'a aucune valeur. En fait, ils gardent même ce qui ne peut pas servir. En effet, nul besoin d'avoir un baromètre à capucin pour savoir qu'il pleut. Les Vauquer sont économes jusqu'à l'avarice. Nous avons plus loin de petits paillassons piteux en sparterie qui se déroulent toujours sans se perdre jamais. Ligne 24. La sparterie, c'est un tressage de fibres végétales. Nous avons donc là aussi des éléments de mobilier indestructibles qu'on fait durer jusqu'au bout malgré leur délabrement. Ce passage est une parfaite illustration de cette expression française « faire des économies de bout de ficelle ».
Le projet réaliste va de pair avec un refus de l'esthétisme, c'est-à-dire que Balzac n'essaye pas de rendre cette pauvreté belle ou pittoresque. L'accumulation des objets est curieuse, mais jamais esthétique. Les gravures sont exécrables et ôtent l'appétit, ce qui est un comble pour une salle à manger. D'ailleurs, nous n'avons aucun détail de ce qui est représenté dans les gravures. Leur aspect artistique n'intéresse pas Balzac, qui préfère nous dire comment sont fabriqués les cadres. L'odeur de pension est la substance qui synthétise tous les éléments qui se trouvent dans cette salle. Elle sent le renfermé, le moisi, le rance. Les adjectifs utilisés ici sont presque redondants. Ils s'ajoutent et se corrigent comme si l'auteur souhaitait composer un horrible parfum. Loin de constituer un inventaire original et charmant, le travail de l'écriture de Balzac s'attache au contraire à tout déprécier. La variété des objets, la complexité de l'odeur sont finalement désignés comme de plates horreurs. Troisième sous-partie, la description est très complète. L'odeur ouvre sur toute une série de sensations à travers le texte. D'abord les éléments visuels, ils sont nombreux. Balzac nous donne la couleur des assiettes en porcelaine épaisse, à bord bleu. Et puis celle du poêle, qui est vert. Pour les boiseries de la salle à manger, on sait qu'elles furent peintes jadis en une couleur indistincte aujourd'hui. Donc on ne donne pas la couleur, mais Balzac mentionne ce détail, nous obligeant à imaginer cette couleur indistincte. Le sens du toucher est présent dans ce texte, où de nombreux éléments sont gluants. Les serviettes sont tachées ou vineuses. Les quinquets d'argan sont huileux, ce sont des lampes à huile. La toile cirée est grasse. Les buffets sont gluants. L'odeur de pension est d'ailleurs elle-même pratiquement une matière. Elle donne froid, elle est humidonnée, elle pénètre les vêtements. Il s'agit là d'une gradation, on passe d'une sensation de froid à celle d'humidité, à celle enfin du toucher des vêtements. Et comme une continuation logique de cette gradation vient l'évocation du goût. Elle a le goût d'une salle où l'on a dîné. Ma transition vers la deuxième partie. La volonté de décrire de façon réaliste est poussée à son paroxysme. Il semble que Balzac veut représenter la pension de manière scientifique et complète, comme s'il devait rédiger une encyclopédie. On perçoit ainsi la présence de l'auteur qui prend la parole et fait un effort d'explication, de définition de la réalité. Deuxième grande partie, la volonté encyclopédique de la description. Balzac cherche à montrer la profondeur de l'univers qu'il crée. Première sous-partie, Balzac est présent dans son texte pour réaffirmer la difficulté de son projet de description. Certains éléments sont en effet impossibles à décrire avec le niveau de précision voulu. Ainsi, la couleur des boiseries est indistincte. La crasse dessine des figures bizarres, indescriptibles. L'odeur est sans nom dans la langue. Cette constatation au début du passage génère tout ce qui suit. Peut-être pourrait-elle se décrire si l'on inventait un procédé. Le conditionnel introduit une condition qui n'est pas remplie. Il faudrait inventer une nouvelle science pour rendre cette description possible. Balzac annonce donc qu'il se lance dans une description impossible à commencer ou impossible à terminer. On peut reconnaître ici la figure de la préterition, le fait d'affirmer qu'on ne dira pas quelque chose, et cela suffit à l'exprimer malgré tout. À la fin du passage, il faudrait en faire une description qui retarderait trop l'intérêt de cette histoire et que les gens pressés ne pardonneraient pas. Cette préterition est particulièrement drôle car, au-delà du clin d'œil fait au lecteur, Balzac a bien sûr déjà réalisé cette description. Deuxième sous-partie, cette description relève d'une volonté quasiment scientifique de rendre compte de la réalité. La structure du texte montre la volonté d'exhaustivité de Balzac. L'exhaustivité, c'est le fait de tout dire, de ne rien mettre de côté. Ainsi, Balzac fait de longues listes pour ne rien omettre. Dans le deuxième paragraphe, une longue énumération commence avec une adresse au lecteur. Vous y verriez. Des objets sont ainsi évoqués au singulier, un baromètre, au pluriel, des gravures. Certains sont suivis d'un long complément du nom, un cartel en écaille incrusté de cuivre. Certains sont suivis d'un simple adjectif, un poil vert. Vers la fin, il s'allonge carrément avec des phrases subordonnées, comme si l'énumération ne devait jamais finir. Certaines précisions sont purement encyclopédiques et culturelles. La vaisselle a été fabriquée à Tournai. Les petites lampes à huile, appelées quinquets d'argan, sont nommées d'après le nom de ces deux inventeurs, Antoine Quinquet et Ami Argan. Certains termes relèvent de domaines scientifiques variés. Sui generis appartient au vocabulaire juridique. Cataral appartient au vocabulaire médical. Ainsi, pour bien mener cette description, il faudrait inventer un procédé pour évaluer les quantités élémentaires des odeurs. Les quantités élémentaires font référence aux recherches qui sont faites en chimie à l'époque de Balzac. Mendeleïev publie son tableau de classification périodique des éléments 30 ans après la publication de notre roman.
Troisième sous-partie, Balzac va tellement loin dans la profondeur de sa description qu'il nous fait comprendre l'évolution de ce décor avec le temps. Certains passages sont presque une recherche archéologique qui nous fait voyager dans le passé. Le passage du temps est nécessaire pour bien comprendre ce lieu. C'est une salle où l'on a dîné. Le passé composé est utilisé ici au milieu d'une série de verbes au présent. Les deux mots « jadis » et « aujourd'hui » sont opposés pour mettre en relief la dégradation des murs. Le passage du temps a laissé des marques qui se sont superposées, exactement comme les sédiments s'accumulent en niveau géologique. Ici, la crasse a imprimé ses couches, comme si les générations de pensionnaires avaient laissé une trace de leur passage. Les murs eux-mêmes sont plaqués de buffets gluants, comme une strate archéologique supplémentaire. Les éléments du passé restent mystérieux. Les meubles sont présentés comme les débris de la civilisation, comme s'ils étaient issus d'un autre âge, d'une époque oubliée. Les figures bizarres de la crasse font écho au nom tracé sur la toile cirée par l'étudiant en se servant de son doigt comme de style. Le style est d'ailleurs une référence au bâton qu'on utilisait à l'époque où l'on écrivait sur des tablettes d'argile. Ces signes sont donc autant de hiéroglyphes à décrypter. Le décor fait penser à un palimpseste, ces parchemins qui sont utilisés plusieurs fois et qui gardent la trace des anciens écrits. Transition vers la troisième partie. Ainsi, notre description n'est pas statique, elle est déjà en mouvement dans le temps. Déjà, elle raconte des histoires. Le lecteur se déplace dans le décor pour en découvrir les secrets. Troisième grande partie, cette description va plus loin que la simple description. Elle est déjà narrative, elle est en mouvement, elle raconte des histoires. Première sous-partie, le narrateur nous prend par la main et nous fait visiter le lieu. La description n'est pas statique, elle est en mouvement. Ainsi, cette première pièce va faire écho à la salle à manger qui lui est contiguë. Ces deux pièces se suivent, nous nous déplaçons bien de l'une à l'autre. Balzac les présente en s'adressant directement au lecteur. Si vous le compariez, vous y verriez. Si vous le compariez à la salle à manger, vous trouveriez ce salon parfumé comme doit l'être un boudoir. Par cette remarque humoristique, Balzac souligne qu'en nous déplaçant, nous allons d'une horreur à une autre horreur, pire encore. Une figure de style assez rare est utilisée ici. Le pronom « le » dans « si vous le compariez » est une reprise du mot « salon » qui arrive seulement après. C'est ce qu'on appelle une cataphore. Cela souligne justement ici la progression du lecteur d'un élément à l'autre. Les énumérations faites par Balzac sont organisées comme dans un parcours. D'abord nous avons « dans un angle ». Ensuite, nous avons une tournure impersonnelle, il s'y rencontre, comme si le lecteur allait effectivement à la rencontre des meubles. Enfin, nous avons un connecteur logique temporel, puis, qui réaffirme que nous découvrons ces éléments les uns après les autres. On pourrait imaginer, au cinéma, un long travelling à travers les deux pièces. Deuxième sous-partie, cette description est narrative aussi parce que Balzac y fait surgir des détails vivants qui ouvrent des fenêtres sur d'autres histoires. Les carafes échancrées, les serviettes tachées, etc. Ce sont des objets associés à des participes passés qui évoquent une usure due à une activité quotidienne. On pourrait s'amuser à relever les différents participes passés du texte qui donnent aux objets une vie passée. Par ailleurs, la présence de l'externe facétieux, qui a laissé son nom dans la toile cirée, fait surgir en plus toute une vie autour des pensionnaires, avec le passage de personnes qui ne vivent pas à cet endroit. Cela fait écho aux détails de fabrication des objets. Des filets dorés ont été tracés sur les cadres. Des bords bleus ont été peints sur la vaisselle. Enfin, le boudoir élégant et parfumé ou l'hôpital des incurables représente typiquement ces interventions de lieux virtuels au sein d'une description concrète pour faire ressortir des contrastes et des similitudes. Le décor qui est décrit est vivant. À travers les meubles et l'odeur de la pension, le lecteur est amené à imaginer la vie de ses pensionnaires. C'est ma troisième sous-partie. La première salle pue le service, l'office, l'hospice. Cette rime en is met en parallèle diverses activités liées à cette pièce. Elle nous donne à imaginer les occupations banales de la vie des pensionnaires, dans une gradation qui suggère leur vieillissement. L'odeur de pension, qui est le centre de la description, provient justement de ses habitants. Désignée plusieurs fois avec le pronom « elle donne, elle pénètre les vêtements, elle pue », nous avons presque l'impression d'avoir affaire à un personnage à part entière. Le verbe d'action « jette » a pour sujet les atmosphères de chaque pensionnaire. Même absents, ils agissent dans cette pièce. Enfin, les adjectifs utilisés pour les meubles de la pièce sont en fait les mêmes adjectifs qui pourraient être utilisés pour des personnages qui deviendraient alors pratiquement monstrueux. Les chaises d'estropiés, les paillassons piteux, les chaufferettes misérables sont décrits comme autant de petits personnages. Le mobilier
vieux, crevassé, pourri, tremblant, rongé, manchot, borgne, invalide, expirant, est à l'image de personnages désespérés, proches de la mort. Le participe présent, expirant, est le point culminant de cette gradation vers la mort qui présente cruellement l'action dans sa durée. C'est un participe présent. Ce passage fait écho aux souffrances et à l'agonie du Père Goriot à la fin du roman. Conclusion. Dans cet extrait, Balzac commence l'histoire du Père Goriot avec une description qui est frappante. Les procédés à l'œuvre dans le travail de l'écriture illustrent bien le projet de Balzac. Au-delà d'une simple représentation, Balzac s'efforce de nous donner à voir non seulement une réalité concrète, mais aussi tout ce qui est caché derrière cette réalité. L'ordre social, la vie des personnages, le passé historique et culturel, offrent un cadre qui explique la description. Chez Balzac, les personnages, les actions et les décors sont souvent liés symboliquement. Ici, la pension Vauquet annonce le niveau de misère des pensionnaires lors d'échéances et laisse présager des intrigues qui vont se nouer entre eux.